De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie de nos invités Alain-Jules Meignet, journaliste et analyste politique, notre éditorialiste Alfred Chango et Abdelkerim Yacoub Koundou Goumi, directeur de la division Afrique centrale chez Internet sans frontières, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. On ouvre tout de suite le grand angle. L'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, a quitté Moscou sans signer la trêve paraphée par son rival ce mardi 14 janvier. Le 13 janvier au soir, le maréchal Khalifa Haftar avait demandé un délai de réflexion jusqu'à mardi matin avant de signer, mais il est finalement parti de Moscou sans apposer sa signature. Une nouvelle entrave à une issue de crise pacifique. Élément de réponse avec Gladys Mamba. Quel avenir pour la résolution du conflit en Libye? La question n'a pas trouvé de réponse. Après 7 heures de discussion, le maréchal Khalifa Haftar a quitté la capitale russe, Moscou, ce mardi 14 janvier, sans avoir apposé sa signature sur l'accord de cessez-le-feu, alors que son rival, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, a bien paraphé cette entente, une énième manœuvre pour tenter de trouver une issue à la guerre civile dans laquelle les citoyens vivant le long de Sirte sont enfermés depuis 2011. La plupart d'entre nous à Sirte, nous tenons à ce cessez-le-feu parce que nous avons versé trop de sang et perdu trop de vies. La Libye n'acceptera plus d'effusion de sang des deux côtés. Le cessez-le-feu est une sage décision. Un cessez-le-feu pourtant non conventionnel a débuté depuis le 12 janvier entre le gouvernement libyen d'Union nationale et l'armée nationale libyenne, décidé le 8 janvier par la Russie et la Turquie, ce qui témoigne de l'influence respective de ces deux pays sur la situation qui prévaut en Libye depuis le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli en avril 2019. Plus de 280 civils et quelques 2000 combattants ont été tués. D'après les Nations Unies, près de 150 000 Libyens ont été déplacés. Pourtant, la question du cessez-le-feu divise encore l'opinion publique. Je suis contre le cessez-le-feu parce que nous devons mettre en place des forces militaires et de police pour mettre fin aux milices, car elles ont causé de graves conséquences pour le pays. L'intervention des différents acteurs extérieurs au sein du conflit libyen fait craindre à la communauté internationale une dégradation de la situation. La fragilité du cessez-le-feu entre les deux camps fera l'objet d'une conférence pour la paix en Libye le 19 janvier 2020 à Berlin. Alors, Monsieur Chango, ça fait pratiquement 9 mois que ce bras de fer dure. Pourquoi le maréchal Khalifa Haftar a lancé cette offensive en avril 2019 sur Tripoli? Mais parce que tout simplement, le maréchal pensait pouvoir avoir réuni suffisamment d'armes et de troupes pour pouvoir faire une promenade de santé jusqu'à Tripoli. Sauf qu'il n'avait pas tenu compte d'un autre facteur, c'est-à-dire de l'appui de la communauté internationale à Fayez al-Sarraj, qui était effectivement, après plusieurs négociations, l'Union africaine, les Nations unies, les puissances prenantes justement européennes, occidentales à ce conflit libyen, avaient réussi justement à pousser pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Et que donc, ceux-là ont soutenu le Premier ministre actuel de transition, et c'est ce qui a fait que depuis 9 mois, justement, Haftar piétine aux portes de Tripoli. Mais dans son discours, justement, pour lancer cette offensive, il parlait de nettoyer, de se débarrasser des groupes terroristes. Aujourd'hui, ce n'est clairement plus le cas. Est-ce que vous pensez qu'on pourra aboutir à quelque chose? Parce qu'en dimanche, il y aura une conférence internationale sur la question. Berlin l'a annoncé. Est-ce que à ce moment-là, il y a espoir, en tout cas, pour le peuple libyen? Alain, pardon. Espérons pour le peuple libyen. Parce que depuis la chute du président Kadhafi, le pays n'est pas en paix. Donc, en réalité, de quoi s'agit-il? Vous savez, il faut connaître l'histoire de ce monsieur Haftar. Monsieur Haftar, qui a servi Kadhafi durant des années, a été fait prisonnier lors de l'attaque de la Libye contre le Tchad. Ce Haftar était dans les geôles de N'Djamena. Et c'est à ce moment-là
que les Américains, voilà, ont demandé, c'était l'époque d'Hissène-Habré, que les deux se rencontrent, et il a dit au président Hissène-Habré, voilà, écoutez, moi, personnellement, je quitte le combat à côté de M. Kadhafi, et voilà le départ de tout. Toujours la CIA. Et bien évidemment, je crois ça qui a été remplacé par celui qui est arrivé après Hissène-Habré, je crois que c'est le président actuel. C'est Déby. Idriss Déby. On a exfiltré Haftar aux États-Unis avec sa milice. Et donc Haftar en 1995, il faut savoir que ce mec, que je considère comme, ce n'est plus une insulte, un véritable salaud, écrit un livre intitulé « Le changement en Libye » et précise un changement par la force. Ça voulait tout dire, c'est le départ, parce que les gens regardent, ils se disent, mais est-ce qu'on a attaqué la Libye en 2011, mais ça part de là, depuis 1995, ces gens donc, toutes ces médiations, en gros, qu'on essaye d'organiser pour lui, ça ne sert à rien, parce qu'il est parti c'est pour la force. Quand il est bloqué aujourd'hui aux portes de Tripoli, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit par rapport à Moscou? Il dit que non, écoutez, moi je ne signe pas parce que voilà, moi ce que moi je veux, même comme l'Allemagne a repris la main, ce que je veux c'est que les groupes terroristes soient dissous. C'est que ceci, il exige tout et n'importe quoi. Or, quand on fait la paix avec des gens, on s'assoit autour d'une table, ce n'est qu'avec ses ennemis. À partir de là, moi je me dis que peut-être ça marchera parce qu'il comprendra que par la force, il ne peut pas arriver à prendre Tripoli, c'est-à-dire la Tripolitaine, d'autant plus qu'il faut connaître l'histoire. Il fait partie d'une tribu quand même très célèbre en Cyrénaïque. Il est de Syrte. Et les Fargines, je crois quelque chose comme ça. Et donc, cet homme-là, il est extrêmement dangereux. Il a trahi Kadhafi hier. Il va trahir les Libyens demain. Donc, il faut faire très attention. Mais moi, j'espère pour les Libyens que après la chute de Kadhafi, que la paix revienne dans ce pays-là. Voilà. Alors, Abdelkarim, question que je juge importante. Où est l'Afrique dans ce processus? L'Afrique a été oubliée. L'Afrique sous-estimée. Et l'Afrique exclue. C'est là où on voit l'insignifiance ou l'inexistence, je vais dire, ou la non-considération de nos institutions sur tout ce qui concerne notre continent, nos États, nos régions, dans le règlement de ces conflits qui devaient normalement être incombent à ces institutions-là. Tous ces États externes qui interviennent doivent être en appui à nos institutions. Finalement, ce qui se passe en Libye est révélateur de la catastrophe que l'irresponsabilité de nos dirigeants est en train de mener notre continent. Ce qui est arrivé en Libye est la conséquence logique du non-respect de l'avis, de la décision de nos institutions et de nos chefs d'État quand l'OTAN, en 2011, avec la France, ont décidé d'intervenir en Libye. Ils n'ont pas laissé à nos sages africains de régler le problème à l'africaine. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, encore. Ça veut dire 10 ans après, la situation est devenue chaotique, incontrôlable, et cette situation a mené à la déstabilisation de tout le Sahel, qui est en train de mener à la catastrophe au Mali, au Burkina, au Bénin, au Niger, au Tchad, au Nigeria. Et malgré cela, on constate finalement qu'on continue toujours à décider, à chercher la solution, sans les Africains. Ouais. Donc la Libye est devenue un vaste échiquier où les grandes puissances sont en train de se positionner par rapport à leur propre influence régionale, par rapport à leur agenda et par rapport à leur intérêt. Parce que l'agenda, apparemment, il est aussi migratoire quelque part. L'Europe intervient parce que la Libye est devenue le point focal de sa politique de contrôle de la migration clandestine. La Libye est devenue le point focal de la politique sécuritaire de l'Europe. La Libye est devenue le point focal pour la Turquie, pour son expansion économique et son développement.
et même de son influence dans la sous-région. La Libye est devenue le point de conquête et de retour des Italiens et des Russes. Finalement, la Libye est devenue le point de bataille, enfin le champ de bataille de cette grande puissance. Donc finalement, qu'il soit Sarraj ou Haftar, ce ne sont que des pions. Si seulement on voulait vraiment aider le peuple libyen, c'est-à-dire si on veut trouver la solution, c'est de laisser au peuple libyen de décider de ce qu'ils veulent. Un peuple libyen qui veut la paix. Bien sûr, la paix. Mais est-ce que la paix est voulue Alain, vous n'êtes pas très d'accord? Est-ce que la paix est voulue par le peuple libyen? Avec la fin de son propos, je dirais que c'est trop facile de dire il faut laisser au peuple libyen. Quel peuple libyen? Est-ce que le peuple libyen existe, cher ami? À partir du moment où aujourd'hui, on sait que dans le Fezzan, en Cyrénaïque, en Tripolitaine, ce sont des groupes armés qui sont là. Le peuple est complètement à l'écart. Vous croyez que ces groupes armés peuvent se réunir et parler du peuple? Je vous rappelle quand même que depuis 9 mois, qu'Haftar est aux portes de Tripoli, les enfants ne vont pas à l'école. Toutes les écoles sont fermées. En fait, ça veut simplement dire que ce peuple-là n'existe pas. Et je peux vous dire qu'il y a des regrets. Aujourd'hui, tous pleurent Kadhafi. La question, ce n'est pas qu'il n'existe ou qu'il n'existe pas. Le peuple libyen a existé, le peuple libyen existe, le peuple libyen existera. Maintenant, la question, c'est de savoir qui prend en otage ce peuple, qui domine ce peuple, qui contrôle la volonté de ce peuple. Mais je ne crois pas que c'est des groupes armés. Les groupes armés sont des marionnettes des grandes puissances. Aujourd'hui, si la Turquie... comment se fait-il qu'aujourd'hui la Turquie et la Russie arrivent à déplacer les deux leaders libyens à Moscou pour décider? Cela montre très bien que ce sont des marionnettes. Là où je dis, il y a un gouvernement national qui a été mis en place avec l'effort et le soutien de la communauté internationale et qui est légitime. Reconnu par l'ONU. Donc, est reconnu par l'ONU. Pourquoi on ne veut pas la légalité et la légitimité internationale reconnue et représentée par l'ONU que de soutenir des individus ou des personnes comme Haftar soutenus par des puissances en sous-main et qui poussent selon leurs intérêts? C'est là où ça revient au débat. C'est ce que j'allais demander à M. Chango. M. Haftar, en soi, il n'a pas de légitimité, mais on négocie avec lui, il a un poids. Pourquoi? Il s'est donné cette légitimité-là, parce qu'il détient des armes, il détient une armée, et il vient d'une région, et il se croit légitime de ce point de vue-là. Et il a été conforté, au fond, par les uns et les autres. C'est pourquoi, effectivement, cette idée d'échiquier libyen est une idée intéressante. Parce qu'il nous montre quoi? Qu'il y a des acteurs internes, des acteurs externes, des acteurs régionaux et des acteurs extra-régionaux qui, tous, ont intérêt, effectivement, à savoir, à se dire qui va contrôler la Libye lorsque la paix reviendra. C'est vraiment cet enjeu-là, aujourd'hui, qui fait effectivement que, le peuple libyen est pris en otage, la Libye est prise en otage par Haftar, par les groupes armés qui sont là, mais ces groupes sont armés par qui? Ça, c'est une part des choses. Alors, l'Union africaine, évidemment, il y a le président Sassou Nguesso préside la commission de l'Union africaine chargée justement de s'occuper de la question. Mais on l'a vu, la convocation à Moscou a ignoré royalement cette commission-là, a ignoré Salamé, Hassan Salamé, le représentant des Nations Unies. Et malgré tout cela, Haftar a montré quand même aux Russes qu'il n'est pas un pion. C'est ça, au fond, le pied de nez qu'il fait à Vladimir Poutine. Oui, mais il n'est pas un pion. Il est pion des Américains, par contre. Même pas, parce qu'il peut... En fait, il mange à tous les râteliers. C'est ça son problème. C'est ce que j'allais un peu dire. Voilà, il mange à tous les râteliers, ce qui fait que personne ne peut le contrôler. La France l'a fait venir ici. Il est venu. Ce qui a un peu créé des problèmes aussi entre Sarraj et la France. Et oui, tout à fait, disons, mais enfin, comment la France soutient celui-là? Alors que les Nations Unies sont derrière lui, la France est supposée être avec les Nations Unies. Et donc, effectivement, tant qu'il n'y aura pas un consensus entre tous ces groupes, tous ces États qui interviennent dans le champ libyen, nous n'aurons pas la paix aussitôt. Alain? Vous savez que Haftar, aujourd'hui, il faut savoir qu'il contrôle
l'Est libyen, où il y a le gaz, Oui, où il y a le pétrole. la Libye utile. Donc, voilà, Voilà. si vous voulez, ce qu'on nomme la Libye utile. Par conséquent, Ils sont obligés de on est négocier obligé de avec lui. négocier avec lui. Voilà. Donc, parce que l'enjeu, c'est ça. Il a bien dit, Abdelkrim, il a bien dit que l'enjeu, c'est le pétrole. Donc, bref, les grandes puissances ne fonctionnent que par rapport à cela. Ouais. Point barre. Le reste, c'est de la littérature. À partir du moment où Haftar contrôle ces zones-là, on sera obligé de négocier avec lui jusqu'au bout. C'est malheureux de le dire, mais ces gens-là ne vont que pour leurs intérêts propres, effectivement, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, etc. Le peuple libyen ne vaut que pour du beurre. C'est tout. La question maintenant, moi je crois qu'il faut regarder, on va mettre les perspectives maintenant que la situation qu'on a vue. Je crois que, vu le nombre de conférences, de rencontres, des colloques, des forums, de sommets qui ont été organisés pendant une décennie sur la situation et qu'on se retrouve toujours encore à courir derrière des chefs de guerre, je crois qu'il est temps que l'Union africaine, les institutions africaines, le pays des champs, ça veut dire l'Algérie, la Tunisie, le Tchad profite aussi pour mettre sa main dedans. On va y revenir tout à l'heure. Il a ses propres intérêts là-dedans. C'est un très bon point, on revient là-dessus. On va marquer une courte pause et on revient dessus. Ok, Je vous promets. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.